Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire du GT Transition écologique de la UGC, dédié à des thématiques autour de l'enseignement de la transition écologique. Donc aujourd'hui, nous allons avoir une présentation de l'outil Décarbone Plus Rénovation par Maxime Avard. Et juste un petit rappel avant de démarrer. Donc, on organise des webinaires de façon récurrente en lien avec l'enseignement de l'ATE. Donc, vous retrouvez à gauche là tous les différents webinaires déjà passés. Et donc, pour mémoire, ces webinaires sont enregistrés et sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la UGC. Alors, ils ne sont pas encore tous disponibles, mais ils vont l'être bientôt. Donc, sur l'année 2025-26, on en a eu un avec Pléiade Comfy. On a des webinaires à venir qui sont prévus d'ici juin. Donc, un nouveau webinaire avec l'Alliance HQE, donc, qui nous avait déjà présenté une première fois en juin des généralités autour de leurs travaux. Donc aujourd'hui, il y a l'outil Décarbone Plus Rénovation et la prochaine fois, on s'intéressera à l'outil GEM. On va avoir aussi un webinaire sur les réemplois des ossature métalliques et la réparation des ouvrages métalliques. Un autre futur webinaire en lien avec l'association HQE et les démarches et certifications HQE. Et puis, il y a également un autre webinaire qui est prévu sur, alors je ne sais pas comment on dit, CO2ST, qui est également en cours de préparation. Bien. Sandrine, si tu veux Oui, passer. voilà. Alors, très rapidement, je vais rappeler les objectifs de notre groupe de travail transition écologique de la UGC. Donc, il y a deux objectifs principaux. Le premier étant de promouvoir l'enseignement de la transition écologique et le deuxième étant de valoriser les projets de recherche qui sont en lien avec cette transition écologique. Donc, en ce qui concerne justement ces projets de recherche, il y a deux actions principales. La remise d'un prix transition écologique lors des rencontres universitaires annuelles de la UGC, hein, donc cette année qui se passeront à Toulouse, et puis la création d'une fédération de la recherche sur la transition écologique, donc qui d'ailleurs vient d'être officiellement créée. Ça, ce sont pour les deux actions recherche. Et concernant les actions en faveur de la promotion de l'enseignement de la transition écologique, on a plusieurs actions en parallèle. Donc, les webinaires, comme Florence vient de les introduire, hein, qu'on essaie d'avoir de manière assez récurrente. La veille de ces rencontres universitaires de génie civil, on a une journée dédiée à l'enseignement de la transition écologique avec un thème chaque année différent. Et donc, le thème là, pour 2026 à Toulouse sera sur l'enseignement des matériaux géosourcés. On crée également des documents de veille sur certaines thématiques. Donc, souvent, suite à ces journées, on entretient on essaie de mettre à jour les informations et donc actuellement on en a deux qui sont en cours de rédaction, un sur l'utilisation des outils ACV en enseignement et l'autre sur comment enseigner la biodiversité dans les filières génie civil. Et puis on a aussi quelques autres petites actions parallèles en lien avec une autre association qui est l'Association française de génie civil, donc plutôt là cette fois-ci pour les ouvrages, sur le lien entre l'enseignement de la transition écologique et comment inciter les futurs étudiants à aller dans les filières du génie civil. On communique, comme l'a dit Florence, via notre chaîne YouTube où on remet des replays de webinaires ou d'autres actions. Et puis, on a la page web sur le site de la UGC. On va avoir des publications dans le journal AJCE et puis on a des publications régulières sur LinkedIn. Voilà. Donc, je vais maintenant passer la parole. Je vais arrêter de partager. Je vais passer la parole donc à Rachel Sherman de l'association Alliance HQE qui va donc nous expliquer quel va être l'objet du webinaire de ce jour et présenter l'intervenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous encore aujourd'hui et merci de votre intérêt pour notre association et nos travaux.
Nous avions en effet présenté en juin l'année dernière qui nous sommes et des généralités sur les différents travaux que nous avons pu mener ou qui sont en cours et qui en effet donne lieu à ce webinaire aujourd'hui plus spécifiquement sur la rénovation bas carbone. Avant de démarrer, je vous propose juste un petit mot de rappel sur notre association. Donc, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 96. Donc, nous allons fêter nos 30 ans cette année, qui réunit l'ensemble des professionnels du cadre de vie durable, donc construction, aménagement, infrastructure. Et donc, nous travaillons à partir d'une approche globale, transversale et multicritère de la performance environnementale des ouvrages, qui est basée sur 4 engagements indissociables, à la fois la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Et donc, parmi nos missions, nous travaillons sur des projets d'innovation, d'expérimentation, pour anticiper les futurs enjeux environnementaux et les futures réglementations. Nous avons aussi un rôle d'amélioration des connaissances avec la production de méthodologies, de guides, d'outils issus des résultats de nos travaux de recherche et la diffusion des bonnes pratiques auprès des professionnels et des apprenants, si je peux les appeler ainsi, qui sont nos futurs professionnels. Et donc aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de rénovation et de rénovation bas carbone, parce qu'on le sait tous, l'enjeu aujourd'hui pour atteindre les objectifs à 2050, ce n'est pas uniquement la construction neuve, bien au contraire, c'est avant tout la rénovation des ouvrages. Et donc, au sein de l'Alliance HQE-GBC, nous avions développé, il y a quelques années déjà, une méthodologie sur l'ACV rénovation, qui avait donné lieu ensuite au développement d'un programme de recherche Net Zéro Carbone Rénovation, qui avait été mené par Environnement, que représente aujourd'hui Maxime Avard. Et ce programme de recherche qui avait permis, dans les grands enseignements, de mettre en exergue un indicateur, l'indicateur du temps de retour carbone que Maxime va vous expliciter, et des leviers aussi pour améliorer ces résultats de temps de retour carbone. Et ensuite, Aya a aussi proposé de développer un outil pédagogique autour de ce sujet. Et donc, c'est cet outil aussi que Maxime va vous présenter. Donc, Maxime, je te laisse maintenant la parole et merci à toi. Merci beaucoup, Rachel. En préambule, déjà, je vais vous dire que je suis très très content de pouvoir participer à ce webinaire parce que je suis issu des filières de l'IUT, parce que j'ai fait l'IUT de génie civil de Saint-Nazaire, donc je connais bien Stéphanie qui est présente à ce webinaire, et j'ai la chance toujours d'enseigner aussi au sein de cette IUT. En proposant donc des formations sur l'analyse du cycle de vie, plus dédiées sur le neuf, voilà, donc qui se découpe à la fois sur un enseignement très on va dire théorique, avec des cours en amphithéâtre qui présentent l'analyse du cycle de vie, l'ARE 2020, et à la fois des cours en travaux dirigés pour sensibiliser justement les étudiants sur les questions d'ordre de grandeur carbone, les enjeux de la RE 2020 et comment améliorer, on va dire, la performance carbone des différents bâtiments sur le neuf. Voilà. Donc, je suis très très content de pouvoir participer à ce webinaire et puis d'introduire aussi la rénovation parce que, à mon sens, il y a quand même un engouement de plus en plus important sur les sujets de la rénovation. De plus en plus d'étudiants, enfin tout dépend des filières effectivement des DUT, mais en tout cas à Saint-Nazaire, il y a un engouement sur celui de la rénovation avec des groupes qui sont de plus en plus
plus important et qui s'empare des sujets de la rénovation au vu aussi de la demande du marché qui est de plus en plus prégnante. Je vais partager mon écran, mais avant de vous introduire l'outil, je vais peut-être vous expliquer un peu la genèse de cet outil. Vous me dites si vous voyez mon écran. Hop. Oui, parfait. Merci, Maxime. Super. Je le mets en grand. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, comme le disait Rachel, cet outil, alors, enfin, on peut pas faire un outil sans enseignement, sans avoir crash testé des projets. Et du coup, on a mené un projet de recherche avec l'Alliance HQE-GBC, la Fondation Redefco et puis nous, AIA Environnement, un projet de recherche sur la rénovation qui a eu lieu entre 2020 et 2021, il me semble. Les derniers enseignements ont été publiés en 2021, qui avait pour but en fait de confirmer des attentes et puis de se reposer des bonnes questions. C'est-à-dire que on est à peu près tous convaincus que rénover un bâtiment, c'est mieux que de le déconstruire et de refaire un bâtiment neuf en termes de carbone. C'était à peu près ce qu'on avait en tête à cette époque. Mais la question qui s'est posée derrière, c'est est-ce que déjà toutes les rénovations sont bas carbone et est-ce qu'il y a plusieurs types de rénovations et est-ce que ces différents types de rénovations induisent des résultats différents en fonction des typologies ou de l'ancienneté du bâti ou de la performance énergétique. Donc l'idée à travers de ce projet-là, ça a été justement de répondre à ces questions. Et pour répondre à ces questions, en fait, on a identifié, si vous voulez, 7 cas génériques représentatifs du marché français de la rénovation. On a ciblé 2 grandes typologies, à la fois du logement et à la fois du tertiaire. Le logement, on a identifié une famille qui s'appelait les logements pavillonnaires, hein, donc de la maison individuelle assez récente à améliorer en termes de performance énergétique, vraiment ciblé sur une rénovation plutôt énergétique de cette typologie-là, de cet usage. On a identifié aussi des logements collectifs plutôt en périphérie urbaine, en dehors des grands centres-villes. Une autre catégorie sur les logements qui étaient les logements plutôt anciens, mais cette fois-ci en cœur de centre-ville, avec plutôt des contraintes d'intervention sur les façades, peut-être même avec des caractères patrimoniaux pour certains logements. Et puis après, dans la catégorie tertiaire, on a identifié les grandes pièces urbaines, donc pareil, avec un caractère assez patrimonial, des patrimoines industriels enfrichés, voilà, à rénover lourdement, avec sûrement un changement d'usage pour la plupart, de l'immobilier d'entreprise, hein, plutôt quartier d'affaires, avec voilà, une restructuration qui peut être plus importante en fonction d'un changement de preneur, et puis une catégorie un peu diverse qui étaient les rez-de-chaussée urbains, qui nous semblait aussi importante à analyser, puisque c'est un cas générique et assez représentatif. Voilà. Et donc, suite à cette identification, on va dire, de ces cas génériques, avec l'Alliance HQE, on a lancé un appel à projet afin d'identifier des projets très concrets sur lesquels on a pu voilà, lancer les calculs et qui répondent à ces cas génériques. Alors, ce qui est intéressant dans ce panel-là, c'est qu'on a à la fois une diversité sur les typologies, mais à la fois aussi une diversité en termes de surface, parce qu'on a des bâtiments qui font 80 mètres carrés et puis d'autres qui font 40 000 mètres carrés. On a à la fois aussi une diversité sur les zones géographiques, c'est-à-dire qu'on a à peu près, je pense, toutes les grandes zones climatiques françaises qui sont représentées, qui nous permet aussi de mesurer un peu les différences de consommation. Et puis à la fois une diversité sur l'ancienneté des bâtis. Typiquement, on a de la maison individuelle datant des années 90 jusqu'à des pièces urbaines et plutôt patrimoniales qui datent du XVIIe siècle. Voilà, donc une diversité sur plusieurs critères qui nous permettent de balayer plusieurs cas de figure, en tout cas de la rénovation.
Pour étayer un petit peu l'analyse du cycle de vie et comment ça fonctionne dans le cas de la rénovation, parce que c'est différent que dans le neuf, je vous propose de comparer deux scénarios. Un scénario de bâtiment non rénové et un scénario de bâtiment rénové. Là où la méthode d'analyse du cycle de vie en rénovation est un peu particulière, c'est qu'on va regarder le poids carbone de l'existant comme un calcul d'amortissement. C'est très simple, c'est-à-dire que quand on fait une analyse du cycle de vie, on considère que notre bâtiment a une durée de vie de 50 ans. Si je le rénove à la moitié de sa durée de vie, il y a des matériaux qui auront payé leur dette environnementale parce que, vous savez, dans l'analyse du cycle de vie, le postulat, c'est de dire, si j'ai un revêtement de sol qui a 10 ans et que je dois aller jusqu'à 50 ans, il faut le renouveler 4 fois pour qu'il puisse aller jusqu'à 50 ans. Mais si moi, je me pose la question de rénover mon bâtiment au bout de 25 ans, il me reste des matériaux qui n'ont pas payé leur dette environnementale. Typiquement, la structure, elle est amortie en carbone au bout de 50 ans. C'est la méthode de calcul d'un analyse du cycle de vie. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment où on se pose la question d'une rénovation, l'idée, c'est de faire l'inventaire des matériaux qui ont payé leur dette environnementale. Donc, leur poids carbone est égal à 0. Et tout ce qui reste une durée de vie résiduelle, et on considère que l'impact est au prorata de cette durée de vie résiduelle. Donc typiquement, j'ai ma structure qui a une durée de vie de 50 ans. Si je rénove au bout de 25 ans, il me reste 25 ans de dette carbone à payer pour ma structure. Et donc, qu'on soit dans un cas d'un bâtiment non rénové ou d'un bâtiment rénové, en fait, le poids carbone de mon existence est le même. Parce que soit il est totalement amorti, soit il reste une dette carbone que je dois récupérer au moment où je vais rénover mon bâtiment. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une première bascule qui s'opère dans la balance carbone en défaveur du bâtiment rénové. C'est quand on vient intégrer dans cette matrice, dans ce système, en fait, les nouveaux matériaux et équipements neufs. Et en fait, on s'aperçoit que cet investissement carbone, il est plus ou moins conséquent en fonction du degré d'intervention qu'on fait sur la rénovation. Ce qui est assez intéressant dans cette méthode, c'est que plus on va conserver des matériaux qui sont en plus amortis ou non d'ailleurs, moins on va injecter de matériaux neufs dans cette matrice. Et donc, quelque part, on va réduire ce différentiel de balance entre mon scénario non rénové et mon scénario rénové. Et là où la rénovation doit être bénéfique, c'est quand on intègre les consommations énergétiques, le poids carbone des consommations énergétiques. Dans le cas d'un bâtiment non rénové, on considère que les consommations, en plus, s'il date, ce bâtiment a une ancienneté beaucoup plus importante, en général, c'est des passoires énergétiques qui consomment beaucoup d'énergie avec une performance de l'enveloppe qui est assez moindre et des systèmes qui sont parfois moins performants que ce qu'on fait aujourd'hui et qui sont des systèmes qui sont plutôt émetteurs en carbone liés à leur sourcing énergétique. Là où on va rénover le bâtiment, on va se poser la question de la performance des systèmes, la performance de l'enveloppe et la performance aussi carbone de ces sourcings énergétiques. Et donc là où on va réduire, c'est sur la phase exploitation. Et c'est sur cette phase d'exploitation de 50 ans qu'on va avoir ce delta carbone. Et l'idée du temps de retour carbone, en fait, c'est le moment où les bénéfices de la rénovation, donc en phase exploitation, compensent l'investissement carbone de départ. Et l'idée, c'est que ce temps de retour carbone, en fait, il puisse être le plus petit possible. Plus on va l'avoir tôt dans la durée de vie du bâtiment, plus notre rénovation sera rentable en termes de carbone rapidement, et plus du coup on aura atteint cette neutralité carbone par rapport à un périmètre de bâtiment non rénové vs bâtiment rénové. Voilà. Et donc cet indicateur, c'est un peu ce qu'on a développé dans cette étude, ou en tout cas qu'on a remis en avant parce que c'était un indicateur qui était très peu utilisé et du coup il nous a semblé très très pertinent. Et c'est à travers cet indicateur qu'on a mené les différents tests sur les cas génériques. Alors, avant de vous représenter l'outil, et puis peut-être aussi ce qu'on mène avec le 3CA BTP, l'idée c'est peut-être de rapidement vous parler des enseignements de cette étude, mais
La rénovation, c'est très spécifique et on voit qu'il n'y a pas forcément de règles génériques sur la rénovation. Donc, on a vu ce qu'on a appelé une carbodiversité, c'est-à-dire des impacts carbone qui sont très différents entre les différentes études de cas qu'on a pu mener, avec des fois des consommations énergétiques très importantes et des fois des poids carbone de l'existant très importants et des fois du poids du neuf qui est beaucoup plus important. Donc la rénovation, ça ne peut pas, on ne peut pas avoir des cas génériques qui s'appliquent, mais c'est vraiment du cas par cas et cette stratégie doit être bâtie vraiment sur un projet très concret. Ensuite, on pourrait se dire, ce qui pèse le plus dans la rénovation, au final, c'est mes consommations énergétiques. Oui, je suis d'accord, il y a majoritairement des consommations énergétiques qui pèsent en termes de carbone, mais par contre, on voit que le poids carbone des matériaux n'est pas à négliger. C'est ce qu'on aperçoit là sur le graphe, c'est-à-dire que le vert, c'est le poids carbone des matériaux neufs, et ce qu'on a en bleu foncé et bleu-gris, ce sont les poids carbone des matériaux qui sont conservés et déposés. Donc, ce sont les matériaux de l'existant qui ne sont pas amortis. Mais on voit qu'il y a à la fois un poids carbone des matériaux qui peut être proche de 80% et à la fois un poids carbone des matériaux qui peut être proche de 25%. Donc on voit qu'on a une carbodiversité, pour reprendre le terme, mais que le poids carbone des matériaux n'est pas négligeable et que quand on va rénover, du coup, se pose la question de réduire l'empreinte carbone des matériaux neufs que l'on va injecter dans la matrice, parce que, au final, ça nous permettra à la fois d'obtenir un temps de retour carbone plus rapidement et à la fois aussi de réduire l'empreinte générale de carbone de notre projet. De manière générale, on est très performant quand on fait de la rénovation, c'est-à-dire que, alors là, je compare par rapport au label E+ et moins, qui a de moins en moins, on veut dire, de légitimité parce qu'il y a la RE 2020 qui se met de plus en plus en place sur de plus en plus de typologies. Mais à l'époque de l'étude, on avait fait ça donc sur le label, une petite comparaison par rapport au label E+ et moins, qui est un label qui préfigurait en fait la RE 2020, qui faisait une transition entre la RT 2012 et la RE 2020 et qui portait sur le neuf. Mais l'idée, c'était de comparer un petit peu les seuils du neuf par rapport à nous, l'atteinte les scores carbone de la rénovation. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'intégralité de nos projets atteignait le niveau le plus performant de ce label-là en termes de carbone. Voilà. Donc la rénovation carbone, c'est à la fois, je pense, le meilleur compromis entre l'effort économique peut-être de rénover un bâtiment plutôt que le déconstruire et le reconstruire, et le meilleur gain carbone, donc un bon rapport effort-gain. Ce qui est assez intéressant aussi et ce qui change l'approche par rapport au neuf, c'est que il y a une ventilation des lots qui n'est pas du tout la même chose. Le poids carbone du neuf, quand on regarde un bâtiment, il y a à la fois la structure, il y a à la fois les façades, il y a à la fois les équipements techniques. Mais ça donne une enveloppe générale du poids carbone. Par contre, les ordres de grandeur sont un peu différents dans la rénovation parce qu'on voit que les lots techniques sont beaucoup plus prépondérants et surtout systématiquement identifiables. En effet, une rénovation, ça passe par plusieurs degrés d'intervention, un degré d'intervention qui peut être plus ou moins lourd sur la structure, sur les façades, mais c'est généralement aussi, ça engendre généralement des changements de système, à la fois de production énergétique, de production de froid, de réseaux, de ventilation, ce genre de choses. Et donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait systématiquement, en tout cas, une importance carbone, un important poids carbone sur les équipements techniques. Et après, la ventilation en fonction du poids carbone de la structure ou des façades dépendait effectivement d'un degré d'intervention sur le bâtiment qui pouvait être plus ou moins lourd. Mais on retrouvait systématiquement les lots techniques, en tout cas dans ce poids carbone. Et en fait, on s'est amusé à la suite de ce projet-là à faire varier un petit peu le projet. Alors pourquoi ? Parce que chaque projet dépend d'un contexte urbain, architectural, technique, environnemental. Et du coup, l'idée, c'était de mesurer
jusqu'où le projet avait été, est-ce qu'on peut le pousser encore plus en termes de rénovation carbone et est-ce qu'on peut le dégrader pour être conforme juste à une réglementation RT existant et pour voir quelles étaient la variabilité en fait du poids carbone. Donc on a identifié le projet comme une référence et on l'a dégradé et optimisé. Et on l'a dégradé et optimisé, on va dire en termes de carbone, sur 3 champs, à la fois les produits de construction et équipement, à la fois la performance de l'enveloppe et à la fois les systèmes. Et effectivement, ces 3 sujets, on ne les a pas pris séparément, mais on les a bien pris ensemble. C'est-à-dire que augmenter, par exemple, la performance de l'enveloppe, augmenter l'isolation, peut engendrer un impact carbone supplémentaire sur les matériaux, mais peut réduire aussi les consommations énergétiques. Voilà. Donc l'idée, ça a été de travailler ces 3 champs ensemble pour justement essayer d'identifier les bons chemins à prendre en termes de rénovation. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a une variabilité, en tout cas du poids carbone et des projets par rapport à une base et une version optimisée. Et certains projets qui avaient une ambition forte, mais en fait se faisaient effectivement, les résultats étaient cohérents avec cette ambition parce qu'on n'avait pas réussi à les optimiser beaucoup plus que certains autres projets et que une approche assez frugale et très ciblée sur l'énergie était une des meilleures réponses justement pour optimiser le poids carbone de la rénovation. Et en fait, ces analyses ont permis d'identifier des temps de retour carbone, on va dire, base, qui serait juste une approche réglementaire, on va dire, de cette rénovation, et un temps de retour qui serait plus optimisé et qui, lui, serait, on va dire, un peu plus performant en termes de carbone dans l'approche entre la comparaison entre l'existant et la rénovation, où on pousserait certains critères énergétiques, matériaux, etc. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les 3 typologies qui sont sur le logement, on voit que les temps de retour carbone sont assez performants, puisque on a des temps de retour carbone qui sont pour une base autour de 20 ans et qui peuvent passer en dessous des 10 ans pour une, on va dire pour une version assez optimisée de cette rénovation. Par contre, là où c'est assez aussi intéressant, c'est que pour la partie bureau, on constate que si on ne prête pas attention à la rénovation de nos bâtiments et que si peut-être on mène une rénovation trop rapide, on va dire, dans le cycle de vie du bâtiment existant, peut-être des rénovations à outrance où on change de preneur et donc on rénove un nouveau bâtiment tous les 10 ans ou d'autres scénarios, on voit que le temps de retour carbone peut excéder 50 ans. Et dans ce cas-là, la rentabilité carbone du projet n'est pas faite sur le cycle de vie de notre bâtiment. Et donc se pose la question de la pertinence en fait de cette rénovation. Par contre, si on travaille sur ces bâtiments qui sont un peu plus contraignants, on va dire, en termes de rénovation, on voit qu'on peut réduire en dessous de 20 ans, autour des 20 ans, on va dire, le temps de retour carbone. Voilà. Donc ça, c'est déjà des analyses qui sont assez intéressantes parce que de manière générale, ce qu'on constate, c'est qu'une rénovation sobre en termes de matérialité où on vient travailler la performance de l'enveloppe, la performance des systèmes et vraiment apporter un degré très énergétique à cette rénovation et non esthétique, et on voit qu'on a des temps de retour carbone qui sont très très intéressants. Je vais assez vite parce que je vois que le temps passe, mais pour vous dire, voilà, on a publié, on a traduit ces résultats, on va dire, très théoriques dans un carnet de leviers d'action qui s'articule autour de 5 leviers d'action très concrets pour se poser les bonnes questions pour la rénovation bas carbone, qui sont à la fois la question de la tacticité, c'est-à-dire quelle tactique je prends en considération pour rénover mon bâtiment. Est-ce que je conserve cette partie? Est-ce que cette partie est déjà obsolète, donc je la détruis? Quelle est l'approche
tactique en fait de ma rénovation et quel est le côté pérenne de mon bâtiment existant et comment me projette sur des usages de ce bâtiment-là, en fait. Voilà, c'est vraiment une approche plutôt tactique et pas encore dédiée à la matérialité. La matérialité vient dans un second temps. Il y a la question de la circularité qui recoupe un peu la question de la matérialité. Et là, c'est plutôt qu'est-ce que je peux préserver dans mon bâtiment qui serait issu du réemploi in situ. Qu'est-ce que je peux aller chercher peut-être comme sourcing de réemploi extérieur et comment je privilégie les circuits courts, le réemploi, les matériaux recyclés. Voilà, pour réduire l'empreinte carbone. Ensuite, après, il y a la question de la matérialité. Est-ce que les matériaux neufs que je vais injecter dans cette matrice sont bas carbone? Est-ce que typiquement l'extension, je peux faire une structure béton, une structure mixte, une structure bois? Est-ce que mes façades actuellement en bardage métallique, je peux les passer en autre système de bardage ou alors des châssis ou supprimer un peu de murs rideaux? Enfin voilà, c'est vraiment la question de la matérialité et comment je réduis l'empreinte carbone de des matériaux neufs injectés dans cette matrice pour réduire le temps de retour carbone. Il y a la question de la technicité. Là, c'est plus l'approche technique. Quel système de chauffage, quelle performance de l'enveloppe, ce genre de choses. Et puis la question un peu moins, on va dire, évidente, qui est la question des externalités, qui est par exemple la mutualisation des espaces. Typiquement, j'ai un parking actuellement sur mon projet que je me pose la question de le rénover. Est-ce que ce parking-là peut être mutualisé avec un autre bureau ou avec du logement qui ont des temporalités un peu différentes? Est-ce que je peux mutualiser par exemple une salle de réunion avec d'autres usages qui permettraient d'avoir une capacité de cet usage plus importante, on va dire. Voilà. Et puis la question aussi des véhicules électriques, des déplacements, des panneaux photovoltaïques, ce genre de choses. Voilà. Donc, on a essayé de tout traduire à travers des leviers qui sont plus concrets, où là, du coup, dans nos cahiers, on a effectivement des réductions carbone associées à des exemples très concrets par levier d'action. Voilà. Donc, je ne vais pas les redétailler, mais voilà, c'était ceux-là qui étaient illustrés. Hop, voilà. Et donc, à la suite de ce projet de recherche, il y a eu deux ouvrages qui ont été publiés, à la fois un ouvrage plutôt dédié sur la partie, on va dire, théorique, qui est celui de droite, donc optimisation et scénario NZC des cas génériques retenus, et puis un carnet de leviers beaucoup plus concret pour la rénovation qui s'articule autour des 5 leviers que je vous ai présentés. À la suite de ce projet de recherche qu'on a pas mal présenté avec Rachel, on a eu l'occasion de rencontrer le 3CA BTP et on a monté avec eux un challenge de rénovation bas carbone pour justement essayer de transmettre un peu les grands enseignements de ce projet de recherche et de rendre ce projet de recherche pédagogique et puis de pourquoi pas le diffuser très rapidement dans des cursus d'enseignement. Voilà. Et donc, c'est un peu le but de ce challenge-là qui a pour but, en fait, cette expérimentation de permettre aux apprentis, en fait, de acquérir des connaissances sur la rénovation bas carbone et puis sur le temps de retour carbone, donc avec une formation qui est assez, comment dirais-je, théorique pour bien comprendre les théories, les méthodes de calcul, qu'est-ce que c'est le temps de retour carbone, parce qu'effectivement, cette approche de l'ACV rénovation est un peu plus complexe que l'ACV neuf. Voilà. L'idée, c'est aussi de développer des compétences en matière de communication et de sensibilisation, peu importe les métiers que les apprentis réaliseront ultérieurement. L'idée, c'est d'avoir une connaissance un petit peu globale de
ce qui pèse en termes de carbone, comment je peux l'optimiser et quelle est l'approche à avoir pour réduire l'empreinte carbone. L'idée, c'est que ces apprentis ne seront pas sujets à réaliser ce genre de calcul, mais ont assez de connaissances pour pouvoir échanger avec des personnes qui seraient en charge de réaliser ces calculs et puis de comprendre un peu les enjeux. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'ils puissent se projeter dans une évaluation d'impact et puis qu'ils puissent re-questionner aussi leur propre engagement sur l'environnement, ce genre de choses. Et du coup, on s'est dit que c'était à la fois intéressant de partager ce contenu, on va dire très théorique, mais à la fois aussi de l'illustrer via un outil pédagogique afin de rendre un peu plus le sujet, on va dire, pédagogique, ergonomique, facilement appropriable, parce que en fait, réaliser une analyse du cycle de vie, en soi, c'est assez chronophage et assez long. Donc l'idée qu'un outil qui puisse, en fonction d'une saisie assez rapide, donner des ordres de grandeur et puis les faire varier et de voir les résultats qui s'affichent en direct, ça permet peut-être à l'étudiant de plus facilement se projeter, on va dire, dans l'appropriation de ces connaissances-là. Donc cet outil, vous allez voir, il remplace pas une analyse de cycle de vie en rénovation. On n'a pas la prétention d'avoir fait un outil qui remplace ce calcul-là, qui est très essentiel et important dans le processus de conception. Mais il a pour but de sensibiliser sur les ordres de grandeur et d'engendrer des discussions sur la conception des projets et puis d'être réactif et de pouvoir, quand on est en projet, tiens, si je passe telle matérialité avec ou telle performance de l'enveloppe, quelle réduction je fais sur mon temps de retour carbone. Voilà. Et donc pour ça, on a identifié en fait des paramètres clés qui traitent à la fois du programme de rénovation. Plus on va intervenir sur un projet, plus on va avoir aussi des matériaux neufs. Plus on va déconstruire un projet, plus on va injecter dans la matrice des matériaux neufs. Donc, ça va augmenter le temps de retour carbone. On peut à la fois aussi... alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le bilan carbone, l'empreinte carbone, on fait souvent référence d'abord à la matérialité. C'est... mon projet est bas carbone parce que j'ai construit en bois. Alors oui, peut-être, mais il y a la question aussi de la morphologie et c'est important d'avoir des outils qui sont très tôt dans le processus de conception parce que l'écriture architecturale d'un projet, à la fois la forme, le nombre d'étages, la hauteur sous plafond, la compacité de ce bâtiment-là va se faire ressentir dans les quantitatifs et donc dans l'empreinte carbone. Et donc, c'est les premières questions qu'il faut se poser avant de parler déjà de matérialité. L'écriture architecturale d'un projet est assez essentielle, en tout cas quand on peut la challenger. Et après, il y a la question des modes constructifs, la question de la matérialité, la question du vitrage aussi, le degré d'ouverture, à la fois pour le confort d'été et à la fois aussi parce que des bâtiments assez vitrés, c'est aussi impactant en termes de carbone, les aménagements extérieurs, l'énergie et puis l'exploitation des résultats. Voilà un petit peu l'outil. C'est un outil qui se veut assez pédagogique et on a eu des bons retours là-dessus. Donc à la fois sur l'ergonomie, la prise en main assez facile, simple, rapide. La diversité des modes de construction aussi était assez intéressante de pouvoir... En fait, ce qui est assez intéressant dans cet outil, et je vais vous le montrer juste après, c'est que chaque choix qu'on opère, on visualise directement les résultats carbone associés. Et donc, c'est assez pédagogique et on se prend un espèce de jeu, on va dire. C'est un peu de la gamification, si vous voulez, de l'ACV Rénovation. Voilà. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans ce challenge pédagogique? En fait, en 2023, en septembre, on a lancé l'expérimentation. On a développé l'outil sur presque 1 an, voilà, avec un crash test aussi des formateurs, parce qu'on les a à la fois formés sur l'ACV en rénovation et sur les enjeux environnementaux liés à ces enjeux carbone sur la rénovation. Et puis, on les a aussi formés à l'utilisation de Décarbone Plus. Et donc, on a eu à la fois des retours et donc une amélioration continue de l'outil qui est assez intéressante. Et puis, là,
on espère que cette année-là sera la concrétisation de ce challenge, en fait, avec les différents enseignants et apprenants du projet. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation, mais je vais vous partager l'outil maintenant parce que c'est peut-être le plus intéressant. Hop. Tac. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Ok, super. Donc voilà, donc c'est un outil en ligne, hein, l'idée étant de faire un outil qui soit le plus accessible pour tout le monde. Et cet outil, en fait, reprend les cas génériques qu'on a pu voir précédemment. Voilà, donc on retrouve les logements pavillonnaires, les logements collectifs, pardon, le logement ancien en centre-ville, et puis les typologies tertiaires. Voilà. Vous retrouvez également des ressources. Alors, il y a des ressources qu'on met à disposition parce que, en fait, cet outil ne peut pas être utilisé sans accompagnement pédagogique théorique sur au moins le cadre de qu'est-ce qu'une ACV en rénovation, qu'est-ce qu'un temps de retour carbone, parce que c'est assez des choses qui sont très théoriques et assez techniques. Voilà, maintenant si on rentre dans l'outil, alors je vais zoomer un petit peu parce que hop, la page est un peu, voilà. L'outil s'articule toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on retrouve ici les informations à saisir en fait sur l'outil avec les champs à compléter. Et ici, sur la droite, on visualise les résultats, à la fois des résultats en empreinte carbone et à la fois des résultats en temps de retour carbone, avec une méthode E plus et moins ou RE2020 selon, voilà, selon la méthode dans laquelle on se trouve. Alors, je ne vais pas rentrer dans la subtilité, mais E plus et moins statique et RE2020 dynamique. Donc ça, c'est une question de méthodologie. Voilà. Et en haut, on retrouve effectivement les différents onglets et les différents paramètres qu'on peut venir questionner. Donc là, j'ai pris un projet collectif en zone H3, mais typiquement, alors je ne sais pas, mais pour des questions pédagogiques, on pourrait très bien s'amuser à se dire, bon, qu'est-ce que ça fait mon temps de retour carbone ou mon empreinte carbone si je change ma localisation? Bah oui, ça a un impact effectivement sur les consommations énergétiques, donc du coup, bah, j'émets un peu plus de carbone. Et puis, ça a une influence aussi sur le temps de retour carbone. Qu'est-ce que ça fait si, au final, je me mets en temps de retour carbone, je vois que j'ai plutôt une rénovation, si je passe en rénovation, là j'ai une rénovation plutôt légère, si je passe en une rénovation lourde, alors là il y a un petit souci, mais si je passe en lourde ou si je passe en très lourde, je vois que mon empreinte carbone augmente, c'est normal, plus je vais intégrer de matériaux neufs dans le processus, on va dire, de rénovation, plus du coup, plus je vais déconstruire de matériaux et plus du coup le poids carbone de mes matériaux neufs seront importants. Donc voilà, donc plus on a aussi une rénovation lourde, légère, plus ça a de l'influence sur ce temps de retour carbone. Et puis, à travers cet outil, je me dis, en fait, les scénarios qui sont proposés ne sont pas forcément bien. Donc, je peux re-questionner les scénarios, augmenter mon degré d'intervention sur la structure. Bon, là, je suis sur un scénario qui est déjà très, très lourd parce que j'interviens sur tous les lots. Donc, si je mets à 100%, je suis sur une déconstruction presque totale. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir questionner un peu ce périmètre d'intervention. Et ce qui est marrant aussi, c'est que sur les matériaux, on peut voir aussi la part de neuf et le poids carbone entre ce qu'on conserve, ce qu'on dépose et le neuf. Alors là, mon projet, il est amorti puisqu'il date de 1971. Mais si je le passe à 2020, pardon, pas de 2020, on voit que le poids carbone augmente significativement parce que j'ai des dettes carbone et on voit qu'on a du poids carbone à la fois du conservé et du déposé. Alors, beaucoup de déposé parce que j'ai un 100% d'intervention. Donc, ça veut dire que je dépose tout et je reconstruis tout. Mais voilà, on peut à la fois séparer de ce qu'on conserve le poids carbone de l'existant et le poids du neuf. C'est assez intéressant. Et on peut s'amuser à comparer après différentes morphologies.
Voilà, donc on a des morphologies qui sont déjà pré-remplies, le T, le Z, avec plus ou moins de compacité, avec une largeur moyenne qui peut être plus importante, des niveaux différents, voilà, ce genre de choses. On peut intégrer des patios, on peut intégrer aussi une altération de la compacité avec plus ou moins d'épanelage en termes de toiture. On peut creuser les façades avec potentiellement des loggias, des balcons, ce genre de choses. On peut comparer des systèmes constructifs. Typiquement, je suis en CLT, voilà, pas sur 100%, peut-être sur 50%. Voilà. Je peux comparer différents systèmes de toiture, différents types de béton aussi, hein, avec des bétons avec de moins en moins de clinker, hein, pour réduire l'empreinte carbone. On peut changer la matérialité, à la fois celle des façades, à la fois celle des isolants, celle des plafonds, celle des cloisons et de la peinture. Voilà, c'est des menus qui vous sont proposés. Alors, on peut rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, c'est un des retours qu'on nous a fait justement par rapport à l'outil. Et puis, on peut personnaliser des taux de vitrage, ce genre de choses plus ou moins impactantes. Voilà, donc si j'augmente effectivement mon taux de vitrage, c'est assez important en termes de conséquences. Et puis, on peut à la fois, donc il y a la partie aménagement, pardon, que j'ai sauté, mais on peut personnaliser l'aménagement extérieur et puis la production photovoltaïque, mais aussi personnaliser aussi les consommations énergétiques avant rénovation. Donc typiquement, quel est mon sourcing énergétique? Je peux même modifier mes consos si j'ai des consos réels et ma production, et je peux changer mes calculs de consommation sur la partie rénovée, du coup, en changeant à la fois le type de système et à la fois les consommations. Voilà. Et si on n'a pas d'informations, on peut rester en simplifié et mettre des performances de l'enveloppe et des systèmes, et ça nous calcule directement un temps de retour carbone. Voilà. Je pense avoir fait le tour sur l'outil. L'idée, voilà, c'est pas de rentrer non plus dans tout le détail, mais c'était bien de présenter, je pense, les enjeux derrière cet outil. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Merci beaucoup pour votre présentation. Et est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Moi, j'en ai éventuellement une. Oui. Cet outil, et quelles sont les conditions pour l'utiliser? Cet outil est gratuit ou alors il faut adhérer à quelque chose? Et une autre question qui va avec, là, on simule des bâtiments, mais ça veut dire qu'on va rentrer les paramètres du bâtiment. Est-ce que j'imagine que derrière, on a la possibilité de rentrer des métrés ou des choses comme ça, ou ça reste plutôt, on donne des caractéristiques globales du bâtiment? Alors, c'est une très bonne question. Enfin, c'est deux très bonnes questions. La première aujourd'hui, c'est qu'on a développé cet outil dans le cadre d'une mission avec le 3CA BTP. Donc cet outil, pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse à comment on le diffuse. Voilà, on ne s'est pas réellement encore posé cette question. Rachel, tu as peut-être des informations complémentaires, mais voilà, on n'a pas réfléchi à sa diffusion encore, pour être honnête, à d'autres corps d'enseignement. Donc ça veut dire que nous, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser, quoi. Alors, pas pour l'instant directement. Pour être tout à fait honnête avec vous, on a une réunion avec le 3CA BTP là, très, très prochainement. Et puis, on est à votre disposition aussi pour échanger, pour réfléchir à une mise à disposition de vos réseaux, éventuellement, et voir dans quelles conditions on pourrait le faire. Et après, sur la question des métrés, en fait, cet outil, alors vous avez vu, on rentre à travers des cas spécifiques étudiés dans le cas de NZC. Donc, il est calibré sur ces cas spécifiques. C'est-à-dire que typiquement, je n'ai pas de projet, je rentre à travers un cas qui est déjà identifié, qui est déjà calibré avec des métrés spécifiques dedans. Donc, je peux m'amuser à le varianter. Par contre, tout ce qui est métré, ça ne remplace pas une analyse du cycle de vie. C'est-à-dire que derrière, nous, on a des métrés qui sont sous forme de ratio et qui permettent de paramétriser, si vous voulez l'ACV en rénovation derrière. Mais on n'a pas la possibilité de renseigner des métrés. Alors, dans une version
détaillé qu'on a, nous, sur le neuf, en interne, on peut rentrer des surfaces, typiquement des surfaces de façade, des surfaces de toiture, des surfaces qui permettent d'affiner un peu plus le modèle, on va dire, de la volumétrie et qui est assez essentiel. Voilà. Donc là, pour l'instant, l'outil, c'est pour faire des variations sur le projet que vous avez présenté avant. Voilà, c'est ça. Alors, on peut paramétriser un autre projet, mais c'est-à-dire que ça doit être un projet qui s'apparente. Par exemple, j'ai une maison individuelle avec une morphologie qui est un peu différente. Je peux paramétriser sa morphologie et du coup, ça me fera une analyse du cycle de vie en rénovation qui est très, très proche avec des bons ordres de grandeur d'un projet que l'on maîtrise sur cette typologie-là, si vous voulez. Mais on ne peut pas saisir des typologies qui sont très diverses et renseigner des métriques très spécifiques, si vous voulez. Merci. Je crois qu'il y a une question, Stéphanie. Merci pour la présentation. Donc, juste une remarque, Maxime, il a fait l'IUT et après, il a fait le master génie civil, parce que moi, je t'ai plus connue au master. Au master, c'est vrai. Ouais, bref, c'est une remarque. Mais c'est pas pour ça que j'interviens. C'était juste pour savoir quelle était la part des biosourcés dans l'enveloppe, là, dans ton. Enfin, j'ai vu ta présentation là, du logiciel et je sais pas bien. Oui. Je voudrais savoir si finalement il y a un panel de biosourcés qui est assez large et finalement comment vous avez récupéré toutes les données sur ces biosourcés et géosourcés éventuellement. Alors, il y a beaucoup de données biosourcées qui existent, c'est-à-dire qu'on peut à la fois mettre du biosourcé sur des systèmes constructifs. Alors aujourd'hui, on est assez limité en termes de choix. L'idée, c'est que cet outil, comme il est en développement continu, il date de 2023-2024, donc on continue à l'améliorer, c'est-à-dire on va rajouter encore d'autres systèmes constructifs, d'autres matérialités, mais l'idée c'est que l'outil ne soit pas prescriptif. J'entends par là que c'est un outil qui reste indépendant, on n'a pas vocation à identifier un industriel en particulier et il est là pour cibler des ordres de grandeur. Donc effectivement, il agglomère des résultats d'analyse du cycle de vie qui ont utilisé des biosourcés de différentes natures et de différents industriels, on va dire, et il a pour but de réaliser une moyenne haute plutôt pour balayer un maximum de références, on va dire, industrielles qui ont ces, on va dire, biosourcés à disposition. Voilà, ces différents matériaux biosourcés. Et donc, on a à la fois sur le système constructif, mais on a à la fois aussi sur la matérialité avec différents types de façades, dont des façades en bois. On a aussi différents types de couvertures avec du platelage bois, par exemple, pour des toitures terrasses. Mais on a, si je modifie, par exemple, mon mode constructif et que je passe sur de la toiture en pente, j'ai de la charpente bois. Je peux avoir du coup en termes d'empreintes, par exemple sur les isolants, si je mets des empreintes, on va dire carbone optimisées, j'ai à la fois de la laine de bois, des façades en paille ou chambre. Vous avez vu que c'est assez généralisé, c'est-à-dire que on n'est pas là dans un pointillisme de l'impact carbone au kilogramme près. L'idée, c'est de se dire, bon bah voilà, en allant dans cette direction, on réduit l'empreinte carbone. On ne dit pas qu'on le réduit de temps, mais en fait, l'idée, c'est de plutôt de ne pas fonctionner en valeur absolue, mais de fonctionner en relatif dans cet outil-là et de s'amuser à comparer différents systèmes. Voilà. Donc, du coup, quand même, la performance thermique là, de ton matériau, elle est intégrée dans le calcul de l'énergie et du coup dans l'impact carbone. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, quand tu changes là, et ton calcul énergétique, il n'est pas donné dans le. En fait, nous, on se fixe un R constant. Donc, si tu veux, ça va jouer sur ta surface. Mais la surface, il n'y a pas de. C'est pas parce que tu vas passer isolant, par exemple, laine minérale à du biosourcé qui peut avoir une performance, certains, je dis thermique un peu moindre, et du coup, tu vas augmenter ta surface. Mais du coup, en soi, nous, on a fixé les R en fonction d'une performance de l'enveloppe. Et donc, du coup, en termes de. Ça va t'augmenter un petit peu l'épaisseur, quoi. Voilà. Ok, merci. Mais tu le verras presque pas parce que le poids carbone est tellement, enfin, le poids carbone de l'isolation, c'est pas le premier levier, on va dire. Ok, c'est la structure, c'est ça? C'est tout ce qui. Structure, équipement technique, façade, énergie, enfin voilà. Ok, merci. Moi, j'avais deux questions également. Donc, vous avez souligné l'importance des lots techniques dans le poids carbone.
Oui. En ratio par rapport à des bâtiments neufs, est-ce qu'on est sur des choses similaires ou c'est beaucoup plus fort Alors, le neuf, en fait, tout dépend du degré d'intervention des équipements techniques, mais on va dire que le neuf, si ça représente 100%, on va dire, d'une intervention où je dépose l'intégralité de mes équipements techniques et je viens en reposer des nouveaux, bah, je vais avoir les mêmes ordres de grandeur que dans le neuf, sous réserve que mes équipements techniques de l'existant ont payé leur dette environnementale. Sinon, je dois ajouter leur poids parce qu'ils n'ont pas été amortis. Par contre, effectivement, de préserver des réseaux existants, de mutualiser les systèmes, de peut-être réutiliser des systèmes déjà existants, et ben peut-être que effectivement c'est un des leviers d'action qui est assez important pour réduire l'empreinte carbone de la matérialité. Voilà. Et puis, il y a la question aussi de cette empreinte carbone de la matérialité, mais il y a la question aussi de la performance des systèmes qui permet à la fois aussi de réduire les consommations. Donc, c'est un juste milieu entre trouver la bonne performance de ces systèmes pour réduire les consos et justement ne pas trop s'impacter en termes de poids carbone des matérialités. Merci. Et puis, alors, j'avais une deuxième question qui rejoint un peu celle de Sandrine par rapport aux ressources, donc l'outil, pour l'instant, vous réfléchissez à sa diffusion, mais vous avez parlé également de publication. Oui. Est-ce qu'elles sont en accès libre et notamment le carnet de levier d'action, là, qui peut être intéressant d'un point de vue pédagogique? Oui, tous ces livrables sont disponibles et accessibles librement, gratuitement depuis notre site internet. Je vais vous indiquer dans la conversation le lien pour y accéder si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est le cas de toutes nos ressources, de toute façon. Ensuite, on les publie sur notre site et elles sont accessibles sans aucun souci. Ah bah super, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions. Ok, ben on est vraiment parfait en timing. Alors, juste, excusez-moi, je m'aperçois que je n'arrive pas à... Oui, il n'y a pas la mettre le lien. conversation, je vois effectivement. Donc, je vous l'enverrai par mail et je vous laisserai diffuser dans ce cas. Voilà, puis on le mettra, donc comme on disait, on va enregistrer et on va diffuser sur YouTube, donc on le mettra aussi en lien sur la chaîne. Eh ben, c'est super. Ben, merci beaucoup. Donc, au revoir à tous. merci à nouveau Rachel et Maxime hein, pour votre présentation. C'est très enrichissant à chaque fois. Merci à vous de Merci à votre vous pour invitation. l'invitation. Et donc, on se retrouve bientôt pour l'outil GEM, l'outil d'évaluation de circularité des bâtiments. Merci beaucoup. Merci beaucoup. à vous. Oui, à Bonne journée. bientôt. Au revoir.